Bien, donc un mot pour terminer sur le monopole naturel. Donc la définition du monopole naturel, c'est une situation dans laquelle il est plus efficace qu'une seule entreprise desserve le marché. Et en général, ce sont des raisons techniques qui justifient le monopole naturel, et en particulier la présence de coûts fixes énormes. On va considérer que un service de transport ferroviaire nécessitant une infrastructure énorme en termes de réseau, c'est a priori un monopole naturel. Un service de production d'électricité nécessitant des investissements colossaux dans des centrales nucléaires, ça risque également d'être un monopole naturel. Donc là, je vais prendre, pour changer, l'exemple d'une pizzeria. C'est un très mauvais exemple, a priori. Les pizzerias ne sont pas des monopoles naturels. La preuve, il y a plein de pizzas à Paris ou en région de pizzerias à Paris ou en région parisienne. Mais peu importe, hein, il s'agit de comprendre. Et puis, on peut considérer que pour un tout petit marché, pour des quantités relativement limitées, ça pourrait fonctionner comme un monopole naturel. Donc, les coûts fixes ne sont pas colossaux dans une pizzeria, mais il y en a quand même. On va considérer qu'il y a par exemple le four. Mettons que le four, il faille l'acheter 1000 euros pour produire des pizzas. Il y a par ailleurs évidemment des coûts variables. Les coûts variables, ce sont tous les coûts qui dépendent des quantités produites, donc la main-d'œuvre, les consommations intermédiaires que sont la pâte, la sauce tomate, les olives, la garniture, etc. Et éventuellement les serviettes, le carton d'emballage, etc., etc. Donc, on va considérer que les coûts variables par pizza sont de 10 euros. Voilà le processus de production que l'on imagine. Donc, euh, si je ne fais que ces deux hypothèses-là, je pourrais considérer que je suis a priori dans une situation de monopole naturel. Vous avez donc un coût marginal qui, à partir de la deuxième unité, est constant, égal à 10 euros. Ce sont les coûts variables que je dois rajouter pour chaque nouvelle pizza qui est produite. Mais en revanche, le coût moyen, il aurait plutôt cette allure-là. C'est-à-dire que euh, le coût de, le coût moyen pour la première unité, il est énorme, hein, puisque vous avez le four plus la garniture, ça vous fait 1000 euros plus 10 euros, divisé par le nombre de pizzas produites, ça fait 1. Ça fait donc un coût moyen qui est égal au coût total euh, pour la première unité de 1010 euros. Et puis ensuite, ça baisse très rapidement. Par exemple, pour la deuxième unité, je ne rachète pas le four, donc j'utilise le même four. J'ai besoin par contre de deux garnitures. Donc si j'ai besoin de deux garnitures, j'arrive à un total de 20 euros. Ça me fait donc un coût total de 1020 euros divisé par 2. J'obtiens un coût moyen de 510 euros. Et si je continue, ben, ça continue à baisser hein, de manière un petit peu moins rapide, mais quand même sur les premières unités relativement importantes. Imaginons que je produise 3 pizzas, ça me fait toujours 1000 euros de four, 30 euros de garniture, 1030 divisé par 3. Et donc, ça doit faire 343 ou quelque chose comme ça. Voilà qui permet de justifier la forme du coût moyen dans le cas d'un monopole naturel. Et donc, on voit que le coût moyen va tendre asymptotiquement vers le coût marginal, mais sans jamais le rejoindre. Parce que même quand vous produirez des millions de pizzas, il vous restera toujours un reliquat du four à amortir par rapport, et qui entraînera donc un surcoût par rapport au coût marginal, qui lui est constant, encore une fois, dans le processus de production que nous avons imaginé. Une fois qu'on a défini la forme des coûts, pour ce qui est de la demande, qui est égale à la recette moyenne, rien de particulier, on a une courbe de demande qui est décroissante, hein, donc c'est celle qui est en gris relativement foncé, et comme on est en situation de monopole, la courbe de recette marginale décroît plus vite que la courbe de recette moyenne. Puis, là encore, la situation est extrêmement classique, le monopole, naturel ou pas, se comporte toujours en appliquant la même règle, je produis tant que
le coût marginal est inférieur à la recette marginale. Tant que chaque nouvelle pizza me rapporte plus, donc c'est-à-dire sa recette marginale, que ce qu'elle me coûte, c'est-à-dire son coût marginal. Donc je produis jusqu'au point H où ce que en bas j'ai appelé là, donc la quantité QM, quantité de monopole. Et exactement comme un monopole normal, cette situation n'est pas optimale sur le plan social. Et évidemment, c'est celle qui avantage le monopole. Le monopole va réaliser un chiffre d'affaires qui est égal à O, PM, E, QM. Il a des coûts totaux qui sont égaux à O, G, F, QM, et il réalise un profit qui serait égal à ça. Donc à ce triangle, à ce rectangle, pardon, PM, E, F, G. Cette situation n'est pas optimale d'un point de vue social, elle génère une perte sèche qui est égale au triangle EHD. Voilà. Jusque-là, les choses sont extrêmement classiques et ne se distinguent guère de la situation de monopole. La différence, elle vient plutôt lorsque l'on regarde du point de vue de la politique économique ce qu'il faudrait faire. Face à un monopole normal, a priori, la meilleure solution, c'est de lui imposer des concurrents, faciliter la libre entrée sur le marché, empêcher le monopole d'écarter ses concurrents par abus de position dominante, surveiller que différentes entreprises ne se coalisent pas pour former des ententes et se comportent vis-à-vis du consommateur comme un monopole. Voilà tout ce que l'on va demander à la politique économique, à la politique de la concurrence de faire face à un monopole normal. Mais face à un monopole naturel, encore une fois, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? À cause de la définition qu'on a donnée au départ. Un monopole naturel, c'est une situation dans laquelle il est plus efficace qu'il y ait une seule entreprise plutôt que deux. Imaginez que la taille du marché, ce soit 1000 pizzas. Si je produis ces 1000 pizzas avec mon monopole naturel, le coût moyen de la pizza, donc des 1000 pizzas, ça va être quoi? Ça va être 1000 multiplié par le coût variable 10, donc 10 000, plus le coût fixe, le prix du four, 1000, ça fait 11 000, divisé par 1000, la quantité de pizza qui est produite, ça fait un coût moyen par pizza de 11 euros, si j'ai un monopole naturel. Imaginez que je lui impose un concurrent et qu'on ait donc deux entreprises sur ce marché pour servir les 1000 pizzas. Eh bien, en fait, le coût moyen va augmenter. On suppose donc que c'est le même processus productif dans les deux cas, que le four coûte toujours 1000 euros, que les coûts variables coûtent dans les deux entreprises 10 euros. Eh bien, le coût moyen de chaque pizza, il sera plutôt de 12 euros. En effet, dans chaque pizzeria, on aura 1000 euros de four, plus 5000 euros de coûts variables, on arrive à un coût total de 6000 euros. 6000 euros divisé par 500, on aboutit à un coût moyen de 12 euros. Et donc, ce sera moins efficace. Vous voyez, ça coûtera plus cher de produire chaque pizza si on a plusieurs entreprises, étant donné la structure de coût. Donc, la réponse à un monopole naturel ne peut pas être imposer la concurrence, parce que ce serait moins efficace sur le plan économique. Que faire? Eh bien, a priori, on va être obligé de réglementer. La situation optimale du point de vue social, ce serait de produire la quantité Q étoile. L'optimum social, la disparition totale de la perte sèche, c'est de produire tant qu'il y a des clients qui sont prêts à payer plus cher pour acheter une pizza. C'est l'information qui nous est donnée par la courbe de demande en gris foncé, que ce que cette pizza supplémentaire coûterait à produire, information qui nous est donnée par le coût marginal en bleu clair. Donc, tant qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer ne serait-ce que 10,20 € pour une pizza, alors que la produire engendre une dépense supplémentaire de 10 euros, il est a priori censé, efficace, utile de produire cette pizza. Donc on devrait produire cette quantité-là. Mais est-ce qu'on peut imposer ça au monopole? Oui, bien sûr, on peut lui imposer. Mais attention, si on lui impose ça, si on ne fait que lui imposer ça pour le moment, il va faire faillite, le monopole. En effet,
Si je produis Q étoile, son chiffre d'affaires est égal à quoi? Au prix que le client est prêt à mettre en Q étoile, multiplié par les quantités produites Q étoile. Donc, ça nous fait le rectangle P étoile D Q étoile O. Quel est le coût total en Q étoile? Eh bien, le coût total, c'est le coût moyen multiplié par les quantités produites, et ça nous fait donc ce que j'ai appelé, ça me fait un bon test de myopie, P0, c'est Q étoile 0. Et on s'aperçoit que ce rectangle correspondant au coût totaux en Q étoile est plus grand que le rectangle correspondant au chiffre d'affaires ou à la recette totale. Donc, si les coûts sont supérieurs à la recette, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre qu'on va aller tout droit vers la faillite. Donc, si l'État désire que le monopole naturel produise la quantité optimale sur le plan social qui est Q étoile, ça signifie que l'État doit subventionner ce monopole et lui fournir une subvention qui est égale à P0 C D P étoile, pour compenser la perte qui sinon le conduira à la faillite. Ça veut dire que pour obtenir l'optimum sur le marché de la pizzeria, il faut taxer d'autres activités, donc introduire des distorsions sur d'autres marchés. Et pour l'État, c'est peut-être non seulement compliqué, et en plus pas si efficace et discutable si on regarde l'économie dans son ensemble. Par conséquent, on peut adopter une solution intermédiaire qui est de produire en fait la quantité que l'on a appelée Q0. On dit parfois quantité de moindre mal. Qu'est-ce qui caractérise Q0? C'est le point où le coût moyen est égal au prix, à la recette moyenne, c'est-à-dire au prix que le dernier client est prêt à mettre pour acheter une pizza. En ce point, la recette totale, P0A Q0O, est égale au coût total, P0A Q0O. Donc, l'entreprise ne fait ni gain ni perte. Elle ne fait pas de profit sur le dos du consommateur. Elle produit plus qu'elle produirait spontanément si elle était en monopole. Si on la laissait faire, elle ne produirait que QM dans ce cas. Et l'État n'a pas à engager une politique complexe où il va devoir lever des impôts d'un côté pour subventionner le monopole de l'autre. Donc, l'État peut avoir intérêt à imposer à l'entreprise de produire Q0 plutôt que Q étoile en lui allouant par ailleurs une subvention. Donc, voilà les trois options pour un monopole naturel. Soit on ne fait rien et il produit QM au détriment du consommateur, soit on lui impose l'optimum social, mais dans ces cas-là, il va falloir subventionner son activité, soit on lui impose de produire Q0 et on s'en tire avec une solution intermédiaire en termes de bien-être et on évite d'avoir à organiser un transfert public. Comment lui imposer Q0? Bien, il faut connaître en fait son processus de production pour savoir que c'est pour cette quantité-là que le coût moyen est égal au prix, ou éventuellement on peut essayer de discipliner avec la technique du monopole contestable. Un monopole naturel qui peut être contesté, eh bien, spontanément, produira peut-être plus que ce qu'il aurait produit s'il n'avait pas la menace d'un entrant potentiel. Il va ainsi ne faire aucun profit et ne faisant aucun profit, il n'attirera pas de concurrents. Voilà. Donc, c'est le dernier point que je voulais examiner. Donc, vous voyez que c'est une situation qui est tout à fait différente, encore une fois, au regard de la politique économique, en raison de contraintes technologiques par rapport à la situation de monopole classique et qui ne se peut pas se régler par une simple politique de la concurrence habituelle visant à poursuivre les abus des entreprises dominantes sur un marché. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne journée.